Bonjour à tous, bonjour Mickaël Delafosse. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez répondre aux questions de France 3 et à celles des internautes sur notre page Facebook et sur la chaîne YouTube de France 3 Occitanie. Alors vous êtes le maire PS sortant de Montpellier et vous venez d'annoncer votre candidature à un second mandat. Je voulais d'abord vous demander si c'est vrai que vous avez hésité à vous représenter. Vous êtes bien parti dans les sondages, vous dirigez la 7e ville de France. Vous auriez vraiment pu tout arrêter ? Moi, je ne vis pas de la politique. Je fais un métier magnifique, qui est professeur. J'ai encore une classe. Depuis que je suis maire, j'ai gardé vous continuez à enseigner, une d'ailleurs. charge d'enseignement. Et vous savez, la fonction de maire, c'est une fonction très exigeante, d'abord pour les autres, mais aussi pour sa famille. Et puis aussi, qui vous confronte parfois à des réalités très dures. Vous savez, quand vous êtes maire, qu'il y a un accident de la route, qu'un enfant décède, c'est dur. Moi, je n'ai pas eu la main qui tremble face au narcotrafic ou face à l'intégrisme religieux. Et je suis toujours allé au combat. Et donc, quand on décide d'être candidat à un nouveau mandat, il faut savoir pourquoi. Il ne faut pas le faire pour soi. Il faut le faire pour les gens. Mais pour ça la s'est joué ville. à quoi? En famille, par exemple, vous avez dit, allez, promis, je rentrerai moins tard. Comment ça se passe concrètement en famille? C'est un échange. Est-ce que mon épouse, qui fait une carrière professionnelle, est-ce que ça l'empêche d'évoluer? Est-ce que je suis mère et père? J'ai deux très beaux enfants, Hugo, 17 ans, Adrien, 12 ans. Est-ce que eux, ils sont prêts à continuer à vivre comme ça? Ils vous ont dit, vas-y. On a discuté, surtout Adrien, mais ils m'y ont encouragé, je les en remercie. Et puis j'ai eu beaucoup de réflexions aussi sur ce que je voulais faire. Et c'est parce que je suis prêt que j'ai fait cette annonce d'être candidat pour un nouveau mandat pour être maire de Montpellier. Alors justement, on va parler de vos projets, mais d'abord le bilan. Je voudrais que vous me disiez ce dont vous êtes le plus fier, une seule mesure, et puis aussi peut-être un regret. Écoutez, la gratuité des transports en commun, je l'avais promis, la promesse est tenue. Elle donne du pouvoir d'achat à tout à chacun, tout en permettant d'agir sur la question écologique. Ça, c'est la fierté. Ça, c'est une très grande fierté, puisque Montpellier est la plus grande métropole. On va en reparler plus longuement sur cette gratuité. Cette mesure. Un regret, c'est de ne pas avoir pris personnellement, dès le départ, le problème que Montpellier traîne depuis trop longtemps, qui est celui de la gestion de ses déchets. Et résultat, c'est seulement à la fin de la décennie qu'on pourra baisser de 10% la taxe d'enlèvement sur les ordures. Alors, on va en reparler bien évidemment un peu plus longuement dans quelques instants. On va d'abord commencer par la mobilité avec cette mesure phare dont vous venez de parler, tous les bus et les trams gratuits pour les résidents de la métropole. Alors, curieusement, les critiques les plus acerbes, Monsieur Delafosse, ne viennent pas forcément de vos concurrents, mais de la Cour des comptes. Elle dit que la gratuité entraîne de moindres ressources financières, un risque de saturation et en plus qu'elle n'a pas démontré qu'elle allait permettre de réduire l'usage de la voiture. C'est vrai ou c'est faux tout ça ? Écoutez, la Cour des comptes, elle a un point de vue. C'est des gens sérieux, la Cour des comptes. Mais bien sûr, et tout comme moi, je vais vous répondre très sérieusement. Ce ne sont pas vos opposants politiques. Vous voyez, à Paris, les tarifs des transports en commun augmentent. Est-ce que, quand vous connaissez des gens en région parisienne, ils sont satisfaits de l'offre de métro et de bus? Ligne 13, toujours bondée. Donc, le débat n'est pas faut-il payer ou pas payer pour que le service soit au rendez-vous. Moi, j'ai fait comme Dunkerque, dont le maire a d'ailleurs été nommé ministre des Transports. Et comme 44 réseaux, j'ai mis en œuvre la gratuité des transports en commun. Et les résultats que nous avons, c'est une baisse de la pollution. 3800 personnes étaient exposées à la pollution automobile. Nous sommes tombés à 800. C'est 800 de trop. Beaucoup de gens ont dit « Ah ben moi, j'ai vendu ma deuxième voiture. Ah, monsieur le maire, ça a fait du bien pour notre famille parce qu'on payait 3 abonnements pour nos jeunes. » Et ce que je constate, c'est que la gratuité des transports dans les municipales de 2026, dans plein de villes, elle va être défendue. Et d'ailleurs, pas que par les socialistes, mais aussi par des gens qui sont LR, des gens qui sont de sensibilité de gauche. Mais ça coûte cher quand même. Est-ce que on risque pas de pouvoir moins financer pour investir, investir pour développer le réseau? C'est aussi une critique de la Cour des comptes. Bien sûr, mais nous, on démontre tout le contraire. On a fait la gratuité des transports le 21 décembre 2023, comme je l'avais promis, et le 20 décembre 2025. Oui, mais ça, c'était prévu. On parle plutôt d'investissement futur. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? On a fait la 5e ligne de tramway. D'ailleurs, devant France 3, il y a un bus tram. Et le projet que je porte pour les habitants de la métropole, c'est
après les 5 lignes de tramway, eh bien de continuer à développer les transports en commun en créant 5 lignes de bus-tram pour mailler notre métropole et permettre à tout le monde d'avoir une alternative au déplacement automobile. Et puis, d'essayer de faire sortir le tramway de la métropole. Alors justement, ça, je voudrais qu'on en reparle parce que je voudrais qu'on soit un peu plus précis que cette formule. Juste un dernier mot. Vous ne reviendrez pas, donc si vous êtes élu à nouveau sur cette gratuité, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, ça c'est une certitude. Mais je vais même le dire dans la caméra. Tant que je serai maire, la gratuité des transports sera défendue. Parce que je crois profondément à la justesse de cette mesure. L'écologie punitive, ça ne marche pas. L'écologie qui est accompagnée par le pouvoir d'achat, ça marche. Et aujourd'hui, il faut relever le défi écologique et il faut entendre cette France qui travaille et qui a du mal à vivre de son travail. Il faut entendre ces retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui peinent à boucler leur fin de mois. Et ça, c'est la gratuité des transports. Donc moi, me soutenir pour ces élections municipales, c'est l'assurance de poursuivre la gratuité des transports. Je l'ai mise en œuvre et il n'est pas question de revenir en arrière. Alors on le disait, après la ligne 5 de tramway, vous avez dit qu'il n'y aurait pas de 6e ligne de tramway, mais que le tramway allait sortir de l'agglomération vers le sud. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut être concret? Parce qu'il y a beaucoup de questions autour de ça, des formules, mais maintenant, ça veut dire quoi sortir vers le sud? C'est aller à la mer, ça fait des années qu'on en parle. Est-ce que vous allez le faire? Je vais vous répondre de manière très claire. D'abord, pourquoi pas de 6e ligne de tramway? Parce que ce serait un investissement de 450 millions d'euros et que là, après la 5e ligne, il faut faire attention à notre niveau d'investissement. D'où les bus-trams. Ensuite, faire sortir le tramway de la métropole. D'ailleurs, il y a un internaute, je me permets, pardon, il y a un internaute qui très précisément, il s'appelle le centriste, et il demande est-ce que la ligne 3 ira à la mer un jour et est-ce que la métro va financer cette extension? Et puis Agathe, c'est une autre internaute, toujours sur le même thème, elle dit est-ce que vous allez rajouter des transports pour aller à la mer? Beaucoup de monde. On voit bien que c'est un sujet. Et moi, ce que je dis, c'est que pendant 6 ans, j'ai beaucoup travaillé avec les intercommunalités voisines. Avant que je sois maire, c'était la guerre. Et résultat, le tramway s'arrête au milieu d'un rond-point. Une absurdité. Et ce que je dis, c'est que si on m'accorde la confiance, eh bien, j'irai travailler avec les élus de POA. Alors, c'est la communauté d'agglo du Pays de l'Or. Exactement. Et je leur dirai, c'est quand même important que nous réglions ensemble nos problèmes de mobilité. Mais monsieur Delafosse, vous savez qu'ils sont opposés à aller jusqu'à la mer, jusqu'à Palavas, jusqu'à Carnot. J'ai la conviction qu'aujourd'hui, eh bien, ils voient bien combien il y a des problèmes, que ce soit l'aéroport, que ce soit la mer. Et donc, moi, je travaillerai et rendez-vous en 2032, c'est-à-dire à la fin du second mandat, et nous aurons fait sortir le tramway des frontières de la métropole. Avant 2032, ça veut dire qu'avec les nouveaux élus, peut-être, vous allez discuter sitôt votre réélection, si vous êtes réélu. Au lendemain de mon élection, c'est ce dossier-là que je prends en main et ce seront les premières délibérations vers la mer que j'inscrirai au Conseil du Métropole. Hors des frontières de la métropole. Non mais dites-nous, vers la mer ou alors vers l'aéroport, parce qu'il y a deux possibilités. Vers la mer, en tout cas, ce sont des enjeux et en tout cas, je mettrai toute mon énergie à cela. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes engagés sur une discussion, c'est un acronyme, pardon pour ceux qui nous regardent, qui sont les SERM, Services Express Régionaux Métropolitains. Eh bien, à l'échelle du Grand Montpellier, donc la métropole mais les autres, eh bien, nous travaillons sur ces sujets-là. Et je crois avoir acquis la réputation d'être, quand je dis quelque chose, je fais quelque chose. Et donc, faire sortir le tramway de la métropole n'est pas juste une promesse en l'air. Ce sera une réalité et je souhaite pouvoir travailler dans le respect avec les élus pour pouvoir régler ce problème qui aujourd'hui apparaît, disons-le, un peu risible, mais surtout qui pénalise les gens qui sont obligés de prendre leur voiture. Alors une question d'un internaute sur notre page Facebook, elle concerne les chantiers en centre-ville. Depuis plusieurs années, le centre-ville connaît des travaux continus et une accessibilité fortement contrainte, nous dit Hakim, c'est le nom d'un internaute qui nous écrit, avec comme conséquence une forte baisse de fréquentation pour de nombreux commerces. Comment vous assumez tout cela, monsieur Delafosse, et est-ce que vous allez mettre un frein sur les chantiers ou ça va continuer? Je vais être très clair. Le centre-ville avait besoin de arrêté pendant toutes ces années. Avait besoin de devenir une priorité. Souvenez-vous de la Comédie en 2019, des blocs bleus. On laissait dormir des mineurs non accompagnés dans les hôtels. Le centre-ville apparaissait complètement déqualifié. Nous en avons fait une priorité, nous l'avons embelli
en faisant les travaux Comédie Esplanade, Place des Martyrs de la Résistance, Max Rouquette. Aujourd'hui, il est plus facile du sud, à partir de l'autoroute, de rejoindre le parking Comédie, fini le détour par Sarail. Donc, nous avons fait cette phase de grands travaux. Ce n'est pas pour refaire une nouvelle phase de travaux équivalents. Il y aura sans doute Vous des les rues... rassurez, donc ces commerçants, ça va s'arrêter. Il y aura sans doute des rues à réaménager, parce que dans le centre-ville, il y a des rues nids de poules, et il faut en prendre soin. Mais la grande phase de chantier que nous avons connue est maintenant derrière nous. Et il faut qu'on profite de ce très beau centre-ville qu'on doit continuer à embellir. C'est pour ça que je proposerai une aide pour reprendre les devantures commerciales. C'est pour ça que je proposerai une aide pour les propriétaires en faveur des ravalements. Parce que plus on embellit le centre-ville, plus on a envie d'y aller. Plus on a envie de le partager, plus il nous permettra d'accueillir des touristes et donc de créer de l'emploi et d'assurer la prospérité du territoire. Alors tout cela a coûté très cher. Toujours sur les chantiers que vous avez entrepris, Zoé, donc il y a une autre internaute, nous dit, c'est elle qui le dit, mais votre prédécesseur Philippe Sorel avait laissé des caisses pleines alors que vous avez endetté la ville et la métropole. Vous allez nous dire évidemment quelle est la réalité, votre réalité. On a les moyens de tout cela, monsieur Delafosse, et qui va payer à la fin? La question qui est derrière tout ça, c'est qui va payer? Est-ce qu'on va avoir plus d'impôts? Ça, c'est des questions, et il y en a beaucoup. Je vais être très clair, et c'est bien normal. On me fait allusion à M. Sorel. Moi, quand je suis arrivé, il a laissé 860 millions d'euros de dette. Et donc, les caisses, il fallait payer la dette. Et c'était quoi la dette? C'était le remboursement de la ligne 1, 2, 3 et 4 de tramway. M. Sorel, ce qu'on lui a reproché, c'est qu'on payait beaucoup d'impôts à Montpellier, mais qu'on n'avait pas la ligne 5, que nous étions la risée de la France entière parce que nous n'étions pas connectés à la ligne 1 de tramway, que sur les questions de sécurité, il négligeait ça. Moi, j'ai choisi de financer de nouveaux commissariats pour mieux protéger les Montpelliérains. Il y a un endettement qui reste d'un milliard 200 millions, je crois, pour la métropole. Très raisonnable pour la ville de Montpellier, 6 années,3 ans. Et la métropole, son rôle est d'investir. Et quand on investit, on crée de la dette. C'est normal, c'est une dette saine pour financer la 5e ligne de tramway. Il était l'année dernière de 12 ans et 4 mois. Cette année, il sera de 11 ans et 9 mois. Et donc, nous amorçons notre trajectoire de désendettement. Et c'est évident. On va moins investir aussi dans les prochaines années, ça coûtera moins cher. Bien sûr, parce que je l'ai dit, j'ai fait 2 mandats en un. J'ai dû rattraper l'inertie du passé pour laquelle les Montpelliérains payaient des impôts mais ne voyaient rien s'améliorer. Et donc de rattraper, ça a été aussi des travaux très ingrats, les rails du tramway, la lutte contre les fuites d'eau. Et donc là, on va retrouver un mandat pour un mandat. Les impôts, ils vont augmenter, monsieur Delafosse. Est-ce que vous pouvez nous assurer? Moi, j'ai des engagements qui sont extrêmement clairs là-dessus. D'abord, avec la transformation de l'usine améthyste, on va pouvoir baisser de 10% la note on va en parler, si vous voulez, dans quelques instants, des déchets, parce que si on ne fait rien, elle va exploser. Et ensuite... Ça, c'est la taxe sur les poubelles, donc. Exactement. Mais et les ensuite, impôts, maîtrise de la fiscalité, pour une raison très simple. Et je dis maîtrise de la fiscalité, parce que quand je vois le RN qui vote à l'Assemblée nationale une baisse de 5 milliards d'euros des dotations aux collectivités locales, ils veulent faire fermer tous les services publics si utiles pour les habitants de la métropole, médiathèques, piscines, infrastructures sportives. Et donc, dans ce temps d'incertitude nationale, moi je prends des engagements, maîtrise de la fiscalité et à l'horizon 2030-2031, baisse de 10% de la taxe sur les ordures. Alors, on va passer à la sécurité, si vous voulez bien. C'est aussi un thème important de cette campagne. Sur cette sécurité, vous avez une ligne plutôt dure par rapport à beaucoup d'élus de gauche. C'est en tout cas ce qu'on vous reproche parfois, à gauche en tout cas. Vous n'êtes pas allé trop loin avec votre dernière mesure sur les épiceries de nuit. Vous les fermez toutes de 22h à 6h, du jeudi au lundi, sans distinction. Pour quelle raison? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème? Moi, oui. D'ailleurs, tous les Montpelliérains en ont ras-le-bol de voir des commerces s'installer sous leurs fenêtres qui ne reçoivent aucun client, si ce n'est de temps à autre des grosses berlines, ou des jeunes qui partent avec du protoxyde d'azote alors que j'ai été le premier maire à l'interdire par arrêté municipal. Donc tous ces commerces blanchissent de l'argent. Je le dis de manière très claire, nous avons vécu des règlements de compte devant des épiceries nuit. Toutes ne sont pas délictuelles, toutes ne posent pas de problème. Et d'ailleurs, chacun sait celles qui sont extrêmement responsables. Pourquoi pas des fermetures ciblées Parce que je n'en ai pas le pouvoir, monsieur. Okay. Et c'est pour ça que je demande nationalement à ce que la loi change. On dit que les maires peuvent
s'exprimer sur les grandes surfaces commerciales en périphérie. Ils ne peuvent rien dire sur les commerces qui déqualifient les quartiers et les rues. Alors moi, je le dis, il y a des gens qui défendent les épiceries de nuit. Je voudrais leur rappeler qu'il y a eu 3 règlements de compte autour des épiceries de nuit. Vous savez, maire, vous êtes confronté à des expériences, et je n'oublierai jamais, il se reconnaîtra, ce maraîcher qui a été intimidé avec des gens qui voulaient racheter en petites coupures son bail commercial pour en faire une épicerie de nuit. Alors moi, je suis un maire très courageux là-dessus, et je l'assume. On a rasé les épiceries de nuit rue de la Sorbe, en travaillant de manière partenariale avec Monsieur le préfet et aujourd'hui Madame la préfète. Nous faisons des fermetures administratives quand les épiceries de nuit vendent du protoxyde d'azote qui met en danger les gens, quand elles vendent du tabac de contrebande, déstabilisant nos buralistes qui assument des missions de service public, de proximité. Alors donc, moi je le dis de manière très claire, le respect de la règle, c'est ce qui doit fonder l'action dans un pays. Et puis, il y a une question qui est d'ordre moral. Moi, je vois des commerçants qui travaillent de manière acharnée pendant des heures. Et donc, il y en a qui continuent à travailler toute la nuit, ouvrir le dimanche. Pour ouvrir des commerces, il faut un vote du conseil municipal le dimanche. Mais les petites surfaces y échappent. Et on voit bien que les épiceries de nuit, c'est autre chose. Ce phénomène existe à Montpellier, il existe partout dans le pays. Mais à la différence de beaucoup d'endroits dans le pays, moi, j'ai décidé d'affronter le problème. Et je sais que beaucoup de Montpelliérains et de Montpelliéraines me disent souvent « Monsieur le maire, c'est super ce que vous faites rue de la Sorbe, il faut vous occuper d'Eurydice ». Eh bien, je leur dis « Nous le ferons, comme sur Pedro de Luna ». Sur la sécurité, certains de vos adversaires estiment que vous en faites trop, c'est ce qu'on disait, d'autres pas assez. Moed Altrad, par exemple, propose de multiplier par 2 le nombre de policiers municipaux. Thierry Tsagalos, qui est donc RN, pas investi par le RN, mais en tout cas qui est candidat du Rassemblement national, lui voudrait multiplier par 3 le nombre de policiers municipaux. Quelles sont vos propositions à vous en matière de sécurité sur la police municipale et peut-être sur les caméras aussi? Je vais être extrêmement clair. Je suis le maire qui a le plus recruté de policiers. Et je l'ai fait en bonne intelligence. 50 policiers municipaux. Notre police est passée, je salue nos policiers, de 186 agents à 236. Ça va augmenter encore? J'ai créé une police métropolitaine des transports de 0 à 42. J'ai créé une brigade du logement social de 0 à 42 agents. Et donc, bien sûr, il faut poursuivre nos efforts de recrutement. Je me suis même occupé, peut-être que certains me reprocheront la dette que nous avons faite pour cela, pour rénover un commissariat de police, pour l'installer devant la gare, pour que nos policiers nationaux, c'est une compétence de l'État, aient de bonnes conditions de travail et qu'on puisse accueillir dans les meilleures conditions les victimes. Je suis passé de 200 caméras à 540 caméras. Ces questions de sécurité sont des priorités absolues. J'ai travaillé avec tous les préfets de manière coordonnée, de manière résolue. Alors quand je vois que le candidat du RN m'attaque pour l'action qui est la mienne sur les épiceries de nuit, je vois bien qu'il fait du slogan. Moi, je suis dans le concret. Et ma résolution est totale. Monsieur Altrad, je ne l'ai jamais vu prendre la parole pour me soutenir quand je faisais expulser des gens qui étaient dans le logement social alors qu'ils avaient été condamnés pour deal. Alors, j'entends les uns et les autres, ce sont les propos de campagne. Moi, ma résolution, elle est très claire. Ce n'est pas la loi du plus fort qui doit s'imposer, ce n'est pas ceux qui transgressent la loi qui font la loi. La République doit protéger et ce qui fonde l'action, c'est le respect de la règle. Sur la sécurité, vous assumez donc une ligne très ferme. Votre combat contre le narcotrafic, vous l'avez dit tout à l'heure, vous a valu d'être personnellement visé par des menaces. De quelles menaces précisément? Bien écoutez, un jour, dans les locaux du bailleur public, des gens sont entrés et on dit mais on va dire à des gens d'aller porter atteinte à l'intégrité physique du maire de Montpellier. Écoutez, est-ce que c'est ça qui doit me faire reculer? Certainement pas. Vous avez porté plainte? Bien sûr que j'ai porté plainte et je porte systématiquement plainte. Après, je sais tout le travail que mène l'autorité judiciaire, le peu de moyens qu'a notre justice dans notre pays. Et je plaide d'ailleurs pour que, sur la question du narcotrafic, il y ait davantage de moyens au parquet, de procureurs qui soient dédiés là-dessus. Mais le rôle d'un maire, c'est pas de se cacher, c'est d'agir. Voilà. Et donc d'agir contre les épiceries nuit, d'agir quand des gens ont été condamnés pour deal, ne pas être dans le logement social. Il y a tellement de gens qui, eux, aspirent à une vie calme. Moi, j'ai vu des situations absolument inadmissibles. Donc, avec résolution,
nous sommes, et notamment avec Sébastien Cotte, au travail, avec les policiers municipaux, avec la police nationale, et surtout nous nous efforçons de travailler, parce que la sécurité est une compétence partagée entre l'État, c'est d'abord une responsabilité d'État, mais c'est aussi une responsabilité du maire, et chacun dans nos compétences respectives, de travailler ensemble de manière résolue. Autre question sécurité reçue sur notre page Facebook, elle concerne les violences faites aux femmes. Quelle partie de votre programme concernera la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, nous demande une internaute. Merci de cette question. Merci de cette question parce que les féminicides sont une honte pour notre pays. Et je le dis, à Montpellier, de manière résolue, nous allons continuer à agir là-dessus. Par exemple, quand une femme est victime de violences, elle peut trouver refuge au centre Buissonnade, mené par le CCAS. Quand un conjoint se montre violent contre une femme, eh bien, ce n'est pas à la femme de quitter son logement, c'est à l'homme violent de le quitter. Et donc, nous mobilisons du logement pour la justice, pour éloigner les conjoints violents et qu'ils soient évidemment Vous proposez déférés. des logements ? Nous sommes aux côtés de la justice pour mettre à disposition ces logements-là. Nous avons fait un travail aussi très important, je veux le dire, de formation de tous nos policiers contre les discriminations et les outrages sexistes. Et c'est à Montpellier qu'ont eu les premières comparutions devant le tribunal correctionnel pour harcèlement de rue. Cette question-là fera aussi l'objet régulièrement de campagnes. Alors, ce n'est pas seulement le maire, mais le maire doit prendre sa part. Le département, c'est ensemble. Et je veux le dire, il ne peut y avoir aucune impunité face à des hommes qui exercent des comportements violents sur leurs femmes. Aucune impunité. Madame Pellicot a une parole d'un courage admirable. Ce courage nous oblige tous collectivement. On va passer aux questions environnement, si vous le voulez bien. Elles sont nombreuses aussi sur notre page Facebook. Une question très concrète d'abord d'une internaute sur la qualité de l'air dans les écoles. Prévoyez-vous d'agir plus massivement pour la qualité de l'air dans les écoles par des systèmes de renouvellement et de traitement de l'air ? Vous voyez, c'est très concret ce qu'on vous demande. Vous êtes le maire, on vous demande des choses concrètes. Selon elle, cela réduirait les risques de transmission des maladies hivernales notamment. Elle a parfaitement raison. Il y a des consignes qui sont données, qui doivent être mieux partagées sans doute, sur l'aération des écoles, très important. Mais moi, j'ai fait un gros travail et je vais continuer pour protéger les écoles qui étaient exposées auparavant à la pollution automobile. Parce qu'on sait que cette pollution automobile, la Cour des comptes nous disait qu'il fallait agir dessus. D'où aussi la gratuité des transports. Eh bien, devant les établissements scolaires, nous installons des rues aux écoliers, des parvis à hauteur d'enfants. Devant des établissements scolaires, la circulation était parfois massive. Nous l'avons réduite. C'est le cas devant. Poursuivre d'autres écoles qui vont être concernées. Évidemment, nous allons poursuivre ces efforts-là pour protéger nos enfants du point de vue de la santé environnementale. Tout comme quand nous végétalisons les cours. Nous en avons fait 20 et nous devons poursuivre. L'arbre, la nature, tout ça joue aussi à la fois sur l'ambiance, sur le climat scolaire, mais aussi sur la qualité, notamment de l'air et de vie, notamment dans le confort d'été face aux épisodes de canicule. Alors on parlait de la qualité de l'air, c'est Julia, donc une autre internaute qui pose cette question. Personne ne peut croire, Monsieur Delafosse, que votre projet de CSR, on va expliquer ce que c'est, n'aura pas un impact négatif sur la qualité de l'air. Comment l'assumez-vous ? Alors pour bien expliquer, CSR, vous voulez transformer l'usine Améthyste de traitement des déchets située à Gare au Sud en chaudière CSR qui brûlerait les déchets non recyclables pour faire du chauffage urbain. Vous allez vraiment le faire, ce CSR ? Écoutez, je vais vous le dire, tous les maires de la métropole ont soutenu ce projet. Ça prouve bien qu'on soit de toute sensibilité. Il a été porté à ma demande par René Revol, que je salue. Il va y avoir des rejets polluants ? Que je salue. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à Montpellier ? On envoie 4600 camions polluer les autres. Mais les polluer avec des décharges à ciel ouvert qui altèrent les nappes phréatiques, dans des incinérateurs construits dans les années 70 et qui, précisément, ne tirent pas de l'énergie. Aujourd'hui, nous sommes la seule métropole à ne pas traiter nos déchets. J'observe que les maires ELV, de Lyon, de Tours, de Bordeaux, n'ont pas fermé leurs vieux incinérateurs parce qu'ils ne savent pas où mettre leurs déchets. Nous avons choisi une solution qui a été préconisée par l'ADEME.
L'ADEME, c'est l'agence qui accompagne la transition écologique. Et d'ailleurs, j'observe que le RN veut sa mort. Moi, je crois beaucoup à l'ADEME. Ça va coûter combien et est-ce que c'est vraiment au niveau de la qualité de l'air, c'est important ce qu'on respire. Je viens à la question de la qualité de l'air. Et donc nos déchets ultimes. D'abord, il nous faut un grand plan tri. J'ai été très impopulaire quand j'ai passé de 2 collectes pour le jaune, 1 pour le grise. Renforcer le tri. Aujourd'hui, nous déployons les points d'apport biodéchets pour réduire encore nos déchets. Mais il nous restera 40 000 déchets ultimes. Et là, la technologie CSR nous permet de produire de la chaleur qui permet de chauffer 20 000 foyers. C'est une grande chaudière. Et les filtres qui seront utilisés seront les plus protecteurs que les normes demandent fois 10. Voilà l'enjeu. Et il y aura d'ailleurs une consultation publique là-dessus. Et où le faisons-nous ? Sur le site de l'actuelle usine Améthyst, qui est à proximité de l'autoroute A709. Si nous ne faisons rien, nous continuerons à aller polluer nos voisins, nous continuerons à envoyer des camions, et surtout, ça coûtera extrêmement cher. Et tous ceux qui disent qu'il ne faut rien faire, finalement, eh bien, ils prendront une décision fatale pour les contribuables. Au lieu de payer de l'impôt pour financer le sport et la culture, nous financerons très cher l'export de nos déchets. Et je le dis, cette solution a fait l'objet d'un consensus avec les maires de la métropole et ceux qui s'opposent à ce projet, qui me disent où ils veulent faire une décharge à Montpellier, ou est-ce qu'ils veulent faire un incinérateur à Montpellier. Et j'invite chacun et chacune à être très transparent sur ce sujet, parce que ce point-là est un des points difficiles, mais il dit aussi que depuis 40 ans, à force de reculer sur des sujets, eh bien vous êtes rattrapés. Et le fait que la métropole n'ait jamais assumé de manière claire le traitement de ces déchets, eh bien aujourd'hui, c'est ça qui pèse sur les finances. Quand M. Sorel a fermé le 3e casier à Castries, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il a fait payer à chacun des contribuables ? Eh bien, il est urgent que nous réglions ce problème. Il y aura enquête publique et je n'ai pas fait tous les efforts conduits sur la ville pour améliorer la qualité de l'air pour que ça recule. Je le dis très clairement. Sur ce dossier du CSR, vous êtes en opposition, on le disait, avec les écologistes. Ça nous amène à parler de politique. Quand on lit vos interviews, on a l'impression que vos plus grands ennemis sont surtout à gauche. Les Insoumis avec Nathalie Oziol qui présente une liste et les écologistes de Jean-Louis Romégas qui présente lui aussi une liste. La gauche, est-ce qu'elle a vraiment les moyens de se diviser à ce point, monsieur Delafosse ? Il faudrait peut-être leur poser à eux. Mais je vous la pose à vous déjà. Mais je vais bien sûr vous répondre. Monsieur Romégas, qui est dans le paysage politique depuis tant d'années, qui est député, et on a aujourd'hui besoin d'un Parlement sérieux pour régler les problèmes de la France, explique qu'on ne mène pas une politique écologiste. On m'a suffisamment reproché d'avoir rendu les transports gratuits, d'avoir fait des pistes cyclables, d'avoir végétalisé la ville. Et les écologistes ont fait le choix de rester à mes côtés. Je pense à Marie Massard, qui fait un travail formidable sur la question alimentaire. Alors pas tous, parce que donc il y a une liste de M. Romégas. Monsieur Paterno, qui a travaillé sur la pollution lumineuse, travail remarquable, Monsieur Jouot. Et donc, après, on est défié par la France insoumise, qui, elle, considère que son adversaire n'est pas l'extrême droite, mais le maire. Et qui, depuis le début de mon mandat, critique toutes les actions que je mène. Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment irréconciliable entre vous ? Mais moi, je vais être très clair. C'est l'histoire de la laïcité. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui peuvent voter pour la France insoumise. J'ai des copains qui me disent « Mais Michael, voilà, des fois, Hollande, il aurait dû être plus à gauche. » J'entends cela. Mais on voit bien qu'on a 3 points de désaccord majeurs. Le premier, il est sur la sécurité. Aujourd'hui, être policier, c'est se mettre en danger. Et donc moi, je défends l'armement de la police, non pas pour tirer sur les gens, mais pour que la police, si elle est en situation de très grande vulnérabilité, puisse se défendre. Car la vie d'un policier compte. Ensuite, je crois que les caméras sont importantes pour élucider des affaires, pour protéger les Montpelliérains. Madame Oziol veut les débrancher, je veux continuer à les augmenter. Et vous l'avez dit, il y a une question qui nous sépare. Moi, je suis très engagé en faveur de la laïcité. Peut-être parce que je suis professeur d'histoire-géographie, mais surtout parce que je suis un homme de gauche et je sais combien la gauche et le combat laïque sont liés. Mais la gauche l'a un peu occulté. Moi, j'entends le réaffirmer. Et quand elle explique, quand elle me reproche d'avoir dit que Samuel Paty avait été assassiné par un fanatique islamiste, eh bien, j'ai envie de lui dire, il faut lire Albert Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et donc, elle explique que c'est un manque de moyens
pour l'éducation nationale. Eh bien moi, je continuerai résolument à défendre la laïcité. Ce qu'elle vous reprochait, c'était l'amalgame entre religion et extrémisme. Oui, enfin, les fanatiques catholiques, le 24 août 1572, ils ont massacré les protestants. Je me permets. Et là, c'est bien un fanatique islamiste qui a tué au Bataclan, qui a tué Samuel Paty, qui a tué Dominique Bernard. Et donc, la gauche, elle doit être lucide face aux menaces. Et la gauche, elle doit défendre la laïcité parce qu'elle est garante du principe de concorde et elle permet à chacun le droit de croire ou de ne pas croire. Et elle doit protéger chacun dans cette liberté-là. Mais par contre, elle doit être très ferme. Le dogme religieux ne doit jamais s'imposer sur la loi civile. Comment vous parlez à tous ceux qui ont voté pour LFI? Il y en a beaucoup à Montpellier, vous le savez, 40% et plus pour M. Mélenchon, premier tour de la présidentielle. C'était un peu pareil sur les législatives. Il y a beaucoup de gens qui ont voté LFI. Vous ne leur parlez pas, vous leur tournez le dos? Mais pas du tout. Je crois que quand on fait une mesure comme la gratuité des transports, quand on rend gratuit les 15 premiers mètres cubes d'eau et qu'on rend plus cher les 120 mètres cubes supplémentaires, quand on crée la mutuelle communale, quand on rend public le service de l'eau, distribution et assainissement, quand le service funéraire est un service non lucratif et devient un service public, eh bien je crois que les hommes et les femmes qui sont de gauche, eh bien même si évidemment ils pourraient dire il faut faire un peu plus ici, un peu plus ça, et c'est normal, eh bien je crois qu'ils peuvent se reconnaître. D'ailleurs, j'observe que Mme Ressiguet, qui est l'ancienne députée de la France Insoumise, qui avait cherché à calmer M. Mélenchon quand il proclamait que la République, c'était lui, eh bien aujourd'hui a dit « Moi, je crois que l'action qui a été menée par la gauche à Montpellier mérite d'être saluée, mérite d'être soutenue. » Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde voit bien que une partie des dirigeants d'LFI sont dans une dérive très dangereuse. Et une partie des électeurs sont confiants, reconnaissent ce qu'on a fait. Et moi, je le dis ici, quelle est la menace pour la gauche? C'est l'extrême droite qui a son agenda. L'extrême droite qui partout prépare 2027. Et à Montpellier, elle a désigné France Jamais. Elle envoie les meilleurs d'entre eux. Et donc j'invite les électeurs de gauche, ici à Montpellier, eh bien, à ne pas se disperser, à nous donner de la force. Ça veut dire qu'il y aura une alliance possible entre vous et LFI au second tour? Il n'y aura pas d'alliance ni au premier ni au second tour. Même en cas de menace? Nous sommes, je vais vous dire une chose. C'est important. Mais je vais être très clair, les combines du dimanche soir au lundi midi, sans moi. Et je vais vous le dire, je préfère perdre une élection que mes convictions. Quitte à offrir éventuellement, comme vous dénoncez le RN, c'est la ville au RN éventuellement. Et mes convictions en faveur de la laïcité sont non négociables. Je ne ferai pas débaptiser l'école Samuel Paty à Montpellier. Je ne ferai pas débaptiser le parvis Dominique Bernard. Je ne laisserai pas insulter leur mémoire en expliquant que Samuel Paty est mort à cause d'un manque de moyens dans l'éducation nationale. Je le dis, si demain nous nous présentions ensemble, à juste titre, les électeurs et les électrices diraient « mais ce n'est pas sérieux ». Moi, je revendique la clarté de mes convictions sociales, écologiques, de soutien à l'entreprise et fermement républicaine. Alors, je crois qu'on l'a bien entendu. Question des internautes sur les places d'hébergement, Monsieur Delafosse. C'est deux questions d'internautes sur ces places d'hébergement d'urgence. Joséphine, d'abord, elle nous dit « Récemment, un jeune homme de moins de 30 ans est mort tout près d'un centre d'accueil. Les places d'hébergement manquent. Le 115 est saturé. » Elle vous demande « Mettrez-vous à disposition des lieux que la mairie possède pour protéger les plus pauvres ?» Et puis Gilles, de son côté, un autre internaute, nous dit « Plus de 700 personnes ont signé une pétition exigeant des centres d'hébergement d'urgence immédiatement. » Quelle suite allez-vous donner à cette demande citoyenne et à moyen terme, donc si vous étiez réélu? Mais je vais être extrêmement clair. D'abord, c'est une tragédie qu'un homme décède dans notre pays parce qu'il est sans domicile fixe. Je voudrais rappeler que le gouvernement et le président avaient fixé l'objectif de sortir les gens de la rue. Alors, à Montpellier, nous sommes très engagés dans un programme qui s'appelle les pensions de famille. Et ça nous a permis de sortir 200 personnes de la rue. Lors de l'épisode de grand froid que nous avons traversé, seul Montpellier a ouvert un gymnase pour donner abri. Je m'y suis évidemment rendu. Est-ce qu'il y en aura plus? Écoutez-moi bien, ce qui serait formidable, ou plutôt ce qui serait le devoir de tout à chacun, c'est pas que Montpellier soit seul, c'est que la pression très légitime exercée
se fasse sur la l'ensemble. question, elle est sur Montpellier, là. C'est vous qui concourez pour Non, mais l'élection monsieur, moi, à la mairie de Montpellier. Mais bien sûr, mais je le dis aussi de manière claire. Il faut que l'ensemble des territoires se mobilisent pour sortir les gens de cette situation d'exclusion sociale. Et moi-même, je sollicite auprès de l'État qui est compétent en la matière pour qu'il augmente ses places d'hébergement d'urgence. Je sais que ceux qui ont signé cette pétition savent combien je me suis engagé, par exemple, pour résorber l'indigne bidonville de Selle-Neuve. Souvenez-vous, 250 personnes laissées en situation de total abandon. Et cette question de la grande exclusion, Montpellier doit prendre sa part pour sortir les gens de la rue, mais je le dis aussi, l'ensemble des territoires doivent se mobiliser. Et je ne doute pas que ceux qui font ces pétitions sauront aussi s'adresser au maire de Lunel, au maire de Sète, au maire de Béziers, au maire de Lodève, pour que sur l'ensemble du département, eh bien, il y ait une mobilisation. Mais quand c'est seul Montpellier qui ouvre un gymnase dans l'épisode de Grand Froid, cela interroge quand même. Beaucoup de téléspectateurs, ou plutôt beaucoup d'internautes nous regardent. Bastien, qui nous regarde en direct, nous pose une question environnement sur l'environnement de la ville. Il vous demande pourquoi avoir retiré autant de végétation dans Montpellier. Il dit « Nous avons plus de béton que de verdure ». Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et est-ce qu'il y a... Voilà, quel est votre programme en la matière? Non, mais on va être très clair avec Bastien. Aujourd'hui, il faut limiter l'artificialisation. Vous savez, ces vignes qui deviennent des lotissements. Et ça a été l'objet du PLUI qui a été adopté le 16 juillet, qui réduit drastiquement l'artificialisation des sols. Et puis, nous avons engagé des projets de désimperméabilisation des sols. C'est 20 hectares. C'est un changement de paradigme. Et c'est pour ça que nous nous sommes aussi engagés dans un plan de plantation de 50 000 arbres, de la place de la Comédie jusqu'avec les enfants de l'école Hypatie. Alors, les arbres sont petits parce qu'il faut qu'ils prennent racine, mais nous avons semé pour l'avenir. Mais l'un des enjeux, c'est aussi d'ouvrir de grands parcs, davantage de grands parcs, à l'image du parc Montcalm, sur l'avenue de Toulouse. Et ici, à Montpellier, comme partout ailleurs, il faut donner accès à des espaces nature, des espaces de respiration. Et j'aurai l'occasion, d'ailleurs, dans la campagne électorale, de faire des propositions extrêmement concrètes pour que chacun soit partie prenante de la relation à la nature. Une question encore sur l'Iran, c'est une question internationale, mais enfin, ça peut avoir des répercussions quand même. Je vous ai entendu à la radio dénoncer les massacres. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin, monsieur Delafosse, que simplement dénoncer on ne peut pas parrainer, par exemple, une ville en Iran? Moi, je vais vous dire une chose. Quelque chose de plus concret, parce que c'est vrai que beaucoup se sont émus. Non, mais attendez. Il faut surtout soutenir la diaspora iranienne, franco-iranienne, qui est présente ici à Montpellier. De quelle façon? Il y a plein de manières. C'est d'abord lui prêter des salles pour qu'elle puisse débattre de l'avenir de l'Iran. C'est de pouvoir être aux côtés de sa famille. Et parfois, la France a un devoir d'accueil. Et puis, c'est d'exercer que la situation en Iran ne tombe pas dans l'indifférence internationale. Et sur ce sujet-là, comme sur d'autres, nous sommes extrêmement engagés. Mais moi, je le dis, aujourd'hui, la France, les nations européennes doivent se situer du côté du mouvement Femmes, Vie, Liberté, doivent exercer une pression très forte et très ferme sur les dirigeants iraniens qui, en toute impunité, massacrent leur peuple. Et moi, je prendrai toutes les initiatives qui seront proposées pour pouvoir soutenir ce mouvement. On est jumelé à Montpellier avec une dizaine de villes. Parrainer une ville iranienne, par exemple, symboliquement. Il faut faire... Moi, je vais vous dire une chose. Je pense que nous devons davantage contribuer à accueillir peut-être des gens qui sont réfugiés, qui sont menacés en raison de leur liberté. C'est dans les structures culturelles, grâce à nos festivals, de programmer les artistes iraniens. Et je me souviens à Montpellier Danse récemment pour montrer la puissance et la richesse de la culture de ce pays et l'aspiration à la liberté de sa jeunesse. Monsieur Delafosse, si vous êtes réélu le 22 mars prochain, concrètement, ce sera quoi votre toute première mesure? J'aurai l'occasion de présenter mes 10 premières mesures, c'est-à-dire celles qui seront inscrites à l'ordre du jour du Conseil municipal et du Conseil de métropole. Et la première de ces 10, peut-être? Mais la première chose que je ferai, après, si j'ai l'immense honneur d'être élu, c'est de faire un acte tellement important dans la vie de maire, c'est de célébrer un mariage. Unir les gens,
célébrer la joie et le bonheur. Voilà ce qui ensuite vous donne de la force. Et donc ce sera cela, mon premier acte. Et puis après, vous verrez les premières décisions qui seront la déclinaison du programme que j'aurai l'occasion de présenter. Et si vous êtes battu, monsieur Delafosse, vous ferez quoi? Vous siégerez dans l'opposition? Ou alors, on peut imaginer que vous arrêtiez la politique. Si vous êtes battu, si vous n'êtes plus maire de Montpellier. Et moi, je vais vous dire une chose. Je suis engagé depuis que j'ai l'âge de 15 ans dans cette ville. On m'a même proposé, pendant que j'étais maire, de rentrer au gouvernement dans des ministères très prestigieux. Quel ministère? Parce qu'on ne l'a jamais su. Est-ce que vous allez Mais la culture, l'éducation. Et moi, je suis très impliqué pour Montpellier. L'engagement, pour moi, c'est Montpellier. Et vous savez, j'ai déjà siégé 6 ans dans l'opposition. Et quand on est élu, même d'opposition, son devoir, c'est de siéger, de proposer. Et c'est parce que justement, je me suis inscrit dans une force de proposition qu'en 2020, j'ai reçu la confiance. C'est d'être présent dans les grands moments mémoriels d'une ville, ne jamais les déserter. Donc pour moi, la vie est une forme d'engagement. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être le maire de Montpellier. Je souhaite pouvoir continuer à exercer cette fonction avec le soutien de chacun et chacune d'entre vous. Mais tant que je serai de ce monde, je serai un homme engagé. Mais vous l'avez aussi compris, pour moi, ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est professeur. Et je postule la confiance des Montpelliérains et des Montpelliéraines pour continuer à exercer cette très belle fonction de maire de Montpellier. Merci Mickaël Delafosse d'avoir répondu aux questions de France 3 et à celles des internautes. Merci aux internautes et merci à vous. Et avant de se quitter, je voudrais juste rappeler qui sont les autres candidats déclarés. On va les voir sur l'écran, les autres candidats déclarés dans cette élection municipale à Montpellier. Alors on les découvre par ordre alphabétique. Les éventuels autres candidats ont jusqu'au 26 février pour se déclarer. Donc on trouve Moed Altrad, Mickaël Delafosse, vous donc, France Jamais, Rassemblement National, Max Muller, Révolution Permanente, Nathalie Oziol, LFI, Isabelle Perrin, Divers Centres, Jean-Louis Romégas, Les Écologistes et Thierry Tsagalos, Rassemblement National non investi. Merci encore Mickaël Delafosse et merci à vous tous de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux de France 3. À très bientôt.